Donc voilà. On va démarrer, puis nous rejoindrons ceux qui souhaitent nous rejoindre. Donc, je suis vraiment ravi d'accueillir Jean-Philippe Bouilloux, qui est professeur à l'ESCP Business School, maintenant plus l'ESCP Europe. Hein, Oui, oui, oui. On ouais. a changé 3 fois de nom. Donc, c'est toute une histoire de lecture également. Moi, j'avais découvert certains travaux du fait que Jean-Philippe évolue quand même en liminalité des sciences de la gestion. Il est en sciences de l'organisation, mais avec une forte coloration sciences humaines et sociales qui va pour moi de la sociologie, psychosociologie et d'organisation. Enfin, il pourra peut-être nous dire tout cela. Et puis, moi, j'avais lu des choses plus anciennes là, sur la question de notre identité quand on produit une recherche. Et puis, certaines discussions, notamment dans une soutenance de thèse, Mm. la soutenance de Medine Zidani, là, qui était quelqu'un qui avait fait une thèse sur une espèce d'autobiographie d'un rappeur ou de quelqu'un évolue dans le rap. Et puis, Jean-Philippe a eu des mots vraiment extrêmement intéressants sur la recherche et l'écriture comme réparation. Et puis, ne serait-ce que dire cela m'avait quand même intrigué. Et il a eu la gentillesse de nous partager cela dans un petit essai qu'il a écrit pour Management, que je vous invite à lire. Et voilà, donc aujourd'hui, l'idée est de partager, de filer un peu les idées produites dans ce texte et puis de te laisser migrer comme tu le souhaites là, autour de ça. Et alors, merci beaucoup de ta présence et puis d'avoir accepté de nous partager cette idée qui à la fois nous intrigue, mais je pense résonne énormément, énormément, énormément avec nos pratiques de chercheurs. Merci à toi. Merci, merci Olivier. Écoute, merci beaucoup de ton invitation. Et effectivement, tu as une lourde responsabilité finalement dans ma présence aujourd'hui, non seulement parce que tu m'as invité, mais parce que tu m'as suggéré de prolonger ce que j'avais dit à la soutenance de Mehdi Zidani, et puis parce que effectivement, ça a prolongé aussi des choses que j'avais commencé à écrire dans Devenir sociologue. Et donc, voilà, donc tu es multiplement coupable, responsable, coupable, et je te remercie quand même de cette culpabilité douce. Je vais peut-être partager mon écran. Voilà. Hop, voilà. Alors, parfait. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Ça va? J'inviterai désormais tout le monde à couper les micros si possible. Donc, d'après ce que j'ai compris, donc, l'exercice c'est 45 minutes de présentation et puis après discussion, voilà, ad libitum. Hein. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est effectivement la recherche et l'écriture comme réparation. C'est un thème qui m'intéresse, qui m'intrigue, sur lequel j'ai commencé à travailler et sur lequel, comme je le disais à Olivier, j'envisage de prolonger un petit peu et de faire un livre. Alors attends, comment j'arrive pas ah voilà, bon. Alors, il faudrait que j'arrive pas à enlever dans le truc, voilà. Bon, qui je suis? Vous voyez bien la les slides? C'est parfait. Ouais. C'est parfait, bon. Alors, donc je suis professeur à l'ESCP, je suis aussi intervenant. Alors l'ESCP, effectivement, ESCP Business School, ex-ESCP Europe, ex-ESCP EAP, ex-groupe ESCP. Je suis intervenant à Paris Cité, ex-Paris 7, hein, donc nous avons une habitude française de changer nos noms. Mais ce sont les deux institutions dans lesquelles j'ai le plus, je dirais, travaillé dans tous les sens, à la fois étudier et puis mener mon activité professionnelle. Alors, Olivier disait qu'effectivement, j'étais un petit peu à la croisée de plusieurs chemins. Donc, initialement, j'ai une formation en gestion dans une école de commerce, dans une business school française.
Et puis après, j'ai fait une thèse en sociologie à l'Université de Paris-Cité, une HDR en sociologie de théorie de la connaissance à Paris 4. Et j'ai fait des recherches, des publications sur l'épistémologie de la sociologie, les récits de vie de chercheurs en sciences sociales. Et ce qui m'intéresse, c'est les liens entre histoire personnelle, contexte historico-social et production intellectuelle au sens large. Donc, j'ai travaillé en fait dans une sorte, le terme c'est un peu pompeux, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant, une sorte d'anthropologie des manières de penser. Et j'écris un certain nombre de livres, dont vous en avez quelques-uns qui sont un peu pertinents par rapport à ce sujet. Donc, le premier, Sociologie et société, qui était ma thèse. Un deuxième, L'invention de la gestion, sur l'histoire et les manières de penser d'un point de vue historique dans la théorie de gestion. Le troisième, qui est le plus proche de ce que je vais développer ici, c'est Devenir sociologue, qui est sorti en 2009, qui était issu de mon habilitation à diriger des recherches. Et puis, un autre livre sur les cadres, les difficultés des cadres, justement, qui sont pris au piège entre les manières de penser des directions et puis, finalement, les opérationnels dont ils ont la charge. Et enfin, un livre collectif chez RS sur la créativité avec des collègues de différentes institutions. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cette articulation entre finalement ce que nous vivons et nos manières de penser. Alors, j'ai une perspective à la fois gestionnaire, parce que je connais l'univers de la gestion, j'enseigne dans une école de gestion et j'ai beaucoup fait d'interventions et je dirais de pratiques dans l'univers de la gestion, mais j'ai aussi une préoccupation à la fois philosophique, sociologique, et c'est cette croisée des chemins qui m'intéresse. Alors, le point de départ, c'est par rapport à ce sujet-là, c'était mes recherches pour devenir sociologue et j'étais notamment tombé sur des textes qui sont des textes extrêmement intéressants, c'est-à-dire des textes, notamment celui de Pierre Chonu que je vous cite. Donc Pierre Chonu, un historien français, qui a participé à ce grand ouvrage qui s'appelle Les Essais d'égo-histoire, coordonné par Pierre Nora, au début des années 80, et où des historiens font leur égo-histoire. Et Pierre Chonu nous dit: « Je suis historien parce que je suis le fils de la morte et que le mystère du temps me hante depuis l'enfance. C'est parce que j'ai, dans ma petite enfance, rencontré ce qu'il faut bien appeler la mort, au commencement même de la vie, d'une manière tragique, mystérieuse, existentielle, qu'est né en moi ce besoin qui, faute de mieux, m'a fait historien. » Alors, on voit dans ce texte une espèce d'attribution de causalité manifeste, évidente. En étant historien de soi-même, eh bien, pourquoi est-ce que je suis historien? Parce que ma mère est décédée en me donnant le jour, et donc j'étais happé par cette préoccupation du passé. Et le lien entre souffrance initiale et finalement la recherche, la fonction de la recherche par rapport à ces souffrances initiales, c'est quelque chose qui m'a intrigué parce qu'on l'a retrouvé dans beaucoup de textes, dans beaucoup de textes autobiographiques, que ce soit même chez Edgar Morin, que ce soit chez Serge Moscovici, que ce soit voilà, dans d'autres textes. Donc, c'est quelque chose qui m'a intrigué. Et aujourd'hui, ce que je vais essayer d'explorer, c'est vraiment une partie de ça, c'est-à-dire la fonction un petit peu de réparation. Je vais préciser ce que c'est, ce que j'entends par la fonction de réparation. Alors, cet article et aussi ce travail en cours, il est nourri par une expérience de thèse. Bon, j'ai dirigé 12 thèses et j'ai fait le compte, j'ai participé à peu près à 28 jurys de thèse, essentiellement en gestion, mais aussi un peu en sociologie, en communication, en anthropologie, histoire. Et notamment une thèse où j'ai siégé avec Olivier Germain, et c'est pas la seule thèse d'ailleurs où on a siégé ensemble, mais c'est une thèse où effectivement, j'ai été frappé par, ce mécanisme de réparation. Je dirais aussi que c'est un sujet, d'actualité. Mon collègue et ami François Doss, qui est un biographe, important, qui a fait les biographies de Ricoeur et cetera, participe à un programme d'historiens qui s'appelle Itinéraire, qui est un programme où ils analysent les récits autobiographiques faits par des historiens quand ils passent leur habilitation à diriger les recherches. Pour ceux qui ne connaissent pas ce système français, une fois que vous avez une thèse, vous pouvez être
on peut être maître de conférence dans le système français, mais pour passer professeur, il faut passer une HDR, habilitation à diriger des recherches. Et cette habilitation comprend à la fois la présentation de tous les travaux que vous avez faits et en même temps un récit autobiographique pour remettre en perspective ces travaux et pour, je dirais, présenter ces travaux dans une perspective finalement historique. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a un énorme matériau qui est fait avec toutes les personnes qui passent leur habilitation sur comment finalement ces historiens se racontent, euh, font le récit de leur production intellectuelle. Alors, c'est un récit, hein, c'est-à-dire que tout récit, toute histoire, l'histoire est un roman vrai, comme disait euh, Paul Venn, mais voilà, ce qui est dit, hein, et comme le dit aussi Philippe Lejeune, l'important, ce n'est pas que l'autobiographe dise le vrai, l'important, c'est que l'autobiographe dise qu'il dit le vrai. Alors en littérature, Annie Ernaux, évidemment, dernier prix Nobel de littérature, a fait toute sa production intellectuelle sur l'écriture de soi et, et finalement, on est dans une logique où l'écriture, alors on est même au-delà de la réparation, c'est-à-dire que l'écriture devient le fondement d'une vie et d'une vie pensée, analysée et rendue vivable et vivante par l'écriture. Mais il y avait ça déjà chez Serge Bourowski dans toute la tradition de l'autofiction, il y a aussi ça chez Didier Ribon, il y a aussi ça chez Jean Genet, avec des textes intéressants de Jean Genet, d'ailleurs cités souvent par Annie Ernaux. Donc c'est un phénomène qui est plus large que la recherche, qui concerne aussi beaucoup la littérature. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt de parler, pour l'instant, essentiellement des chercheurs. Hein. Alors, dans la notion de faire réparation, j'ai pris le terme de psychanalytique au sens de Mélanie Klein. Et je vais m'en expliquer un peu plus loin. Et donc, c'est une réparation, c'est-à-dire que on va rééquilibrer une injustice sociale, répondre à une question que la vie a posée. Et j'ai fait un jeu de mots un peu foireux, mais qui m'amuse, qui est, il s'agit de penser à un objet pour penser des blessures. Je précise que je ne vais certainement pas en faire une généralité ni une détermination, c'est-à-dire je ne crois pas du tout à une perspective de détermination, on n'est pas déterminé par les choses, mais c'est par contre une voie d'émancipation, une des stratégies possibles, hein, par rapport à une situation vécue. Et moi, ça a été un étonnement que de voir finalement cette stratégie à l'œuvre et la fonction que la recherche et l'écriture peuvent avoir par rapport à des préoccupations, des choses vécues. Alors, quels sont les liens entre les chercheurs et la production intellectuelle? Ça, c'est un débat ancien, un débat qui a émaillé, qui a été, je dirais, très fort au XXe siècle, entre philosophes des sciences, sociologues des sciences, etc., parce qu'il y avait une tradition philosophique, notamment chez Popper, où finalement le scientifique est un pur esprit rationnel, relativement déconnecté de formes de contexte. Et tous les travaux qui vont se développer à partir des années 50, c'est-à-dire les travaux de Kuhn, mais un peu avant, en 35, de Fleck, puis après les travaux de Holton, etc., vont montrer justement l'interaction permanente qu'il y a entre le chercheur et son environnement, le chercheur et les collectifs de pensée hein, dans lesquels il s'inscrit, le chercheur et sa formation, le chercheur et ses institutions, le chercheur, etc. Bref, on pense collectivement. Et non seulement on pense collectivement, mais on pense aussi à l'intérieur de son époque. Et finalement, on est embedded, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire encastré dans son époque. Paul Venn a une très bonne formule, je trouve, pour synthétiser la pensée de Foucault, quand il dit « on ne peut pas penser n'importe quoi, n'importe quand ». C'est ce que dit Paul Venn dans un petit livre, incidemment sur Foucault. Et je pense que c'est une vision juste, un petit peu radicale, mais un peu juste, c'est-à-dire que c'est rarissime les gens qui pensent, je dirais, n'importe quoi, n'importe quand, et s'ils sont vraiment, peut-être d'ailleurs, très transgressifs ou très, très à l'écart, ils sont probablement peu entendus,
Ils peuvent être quelquefois redécouverts. En histoire des sciences, on a des exemples très forts de gens qui ont dit des choses très importantes qui ont été découvertes des dizaines et des dizaines de siècles après, mais c'est plutôt rare. Nos cadres de pensée sont influencés, sont canalisés, et Holton, par exemple, a parlé des thémata, c'est-à-dire de ces thèmes qui sont dans l'air et qui font que quelquefois des scientifiques ont travaillé sur des mêmes sujets sans se connaître et aboutir à des choses voisines ou antagonistes, mais en tout cas, il y a des thèmes qui sont dans l'air. Donc, il y a des liens entre le chercheur, son contexte, etc. Et il y a aussi des liens entre le chercheur, finalement, et ce qu'il va vivre, lui, personnellement. C'est quelque chose qui a été développé par Ludwig Fleck dès 1935 dans La genèse et le développement d'un fait scientifique, ce grand ouvrage majeur qui est un ouvrage, je trouve, fondateur de plein d'approches. Et il y a d'autres travaux qui vont être faits en psychologie sociale, et notamment un article très intéressant et je trouve très bon de Jacqueline Marius-Michel, qui dit finalement assez brutalement: le chercheur est le premier objet de sa recherche. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on cherche? On cherche quelque chose qui répond à un besoin personnel, qui répond à une question non, voilà, que la vie nous a posée. Alors, quand on regarde les motivations discibles sur pourquoi faire de la recherche, ou pourquoi se lancer dans une thèse, si on regarde un certain nombre d'articles qui ont été faits sur les motivations des thésards, si on regarde des sites, si on regarde aussi comment les sites académiques, hein, les sites d'école doctorale se présentent, on retrouve un certain nombre de motivations que j'appellerais les motivations disciples, c'est-à-dire désir de progression professionnelle, d'acquisition de connaissances et de compétences, désir d'autonomie, de personal achievement, c'est-à-dire de réussite personnelle, de se prouver à soi-même qu'on a la capacité de réussir l'aventure. Et puis, on souligne souvent l'influence des réseaux amicaux, familiaux dans les décisions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un mimétisme, voilà, parce que faire de la recherche dans un milieu de chercheurs, c'est quelque chose qui est valorisé, etc. Donc c'est à la fois une quête personnelle, une quête intellectuelle, et en même temps, c'est aussi une quête professionnelle, parce que la recherche, ça débouche sur des métiers. Alors, au-delà du disciple, il y a pour moi, justement, la réparation. Pourquoi c'est au-delà du disciple? Parce que ça n'apparaît pas de façon, en général, ça apparaît de façon un peu incidente, ça émerge, ça affleure. Par exemple, dans un blog qui s'appelle «Réussir sa thèse», et qui recense 4 motivations pour comprendre par curiosité, pour démontrer ou dénoncer une situation, pour démontrer qu'on est capable, pour retarder l'entrée dans la vie adulte, c'est un argument assez intéressant, mais à mon avis pas faux, ou lors d'une transition existentielle. Mais dans ce blanc, on rajoute que le doctorat doit venir venger certaines injustices ou nous rehausser à nos propres yeux. Venir venger certaines injustices. Donc le terme est fort, et en même temps, c'est quelque chose qui me frappe, hein. Je dirige des thèses de sociologie à l'université de Paris-Cité, et je dois reconnaître que, il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets qui sont complètement congruents avec la vie vécue par les chercheurs, par les jeunes doctorants ou par les mastériens qui font, ces recherches. Et donc, il y a cette idée de compenser, de réparer, peut-être pas de venger, parce que dans la vengeance, il y a quelque chose de punition, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une réparation symbolique, réparation institutionnelle, réparation dans, dans toutes ces dimensions. Et effectivement, cette préoccupation de justice sociale, qui va poser question aussi, parce qu'elle peut confiner aussi à un militantisme qui, lui, peut faire obstacle à une position chercheur, hein. Ça, c'est une des limites ou un des écueils auxquels on peut être confronté. Mais en tout cas, il y a cette préoccupation de justice sociale qui me semble importante. Alors, est-ce que c'est de la sublimation ou de la réparation? Pour les gens qui sont familiers avec la psychanalyse, hein, donc heu, la sublimation, c'est le mot qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire c'est une pulsion qui est dérivée vers un nouveau but non sexuel où elle vise l'objet socialement valorisé, hein. Et très souvent, on considère que la recherche, la production artistique relève de la sublimation. Même Bourdieu, d'ailleurs, parle de sublimation,
dans Esquisse pour une auto-analyse. Et donc, c'est intéressant parce que Bourdieu n'est quand même pas quelqu'un qui utilise en permanence un vocabulaire psychanalytique, loin de là. Pour des chercheurs comme Christophe Dejour, la sublimation est au cœur de tout travail. C'est-à-dire que finalement, on a une pulsion qui va trouver d'autres objets et qui va donner des gages de réussite au trait de l'individu. Et donc, ces gages de réussite vont être aussi des supports de reconnaissance, des modalités d'inscription sociale. Hein, parce que quand on travaille, eh bien finalement, si le travail est valorisé, alors on est aussi valorisé socialement ipso facto. Alors, réparation, pourquoi j'ai préféré réparation à sublimation? Pour le CNRTL, le Centre national de recherche textuelle et linguistique, la réparation, c'est une remise en état, un rétablissement en l'état initial. Bon. Et donc, c'est plus, pour moi, c'était plus qu'une dérivation d'objets. Dans la réparation, il y a un désir de rééquilibrage du monde, de correction, de rétablissement d'une situation antérieure ou qui aurait dû être, de réhabilitation. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui est assez proche du droit, c'est-à-dire dans le droit, la réparation, c'est une compensation par rapport à un préjudice subi. Et cette réparation est proportionnelle au préjudice, et cette réparation peut se transmettre, doit et se transmet aux héritiers. C'est-à-dire que finalement, si la personne qui a subi un préjudice décède avant l'issue d'un procès, eh bien, l'indemnisation ne tombe pas et la réparation fait partie du patrimoine. Et je trouve ça intéressant parce que c'est une manière juridique de retrouver les travaux de Anne Ancelin-Souttenberger ou de Abraham et Torok sur finalement ces problématiques qui traversent les générations et qui vont se retrouver d'une génération à l'autre. Et c'est une autre génération qui va poser ou expliciter un problème qui s'est posé à des générations antérieures. Et on va voir ça d'ailleurs un peu plus loin dans le cas Bourdieu. Alors en psychanalyse, la notion de réparation, c'est chez Mélanie Klein, c'est plutôt le petit enfant qui veut réparer un mauvais comportement qu'il aurait fait, notamment auprès de sa mère, etc., et qui veut réparer quelque chose qu'il a cassé, hein, et qu'il a peur d'avoir cassé, une relation amoureuse, ou en tout cas un dialogue voilà, qui l'a abîmé. Et donc, dans la réparation, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une honte vécue. Alors, dans la recherche, on n'a pas obligatoirement cette honte vécue, c'est-à-dire qu'on peut avoir honte finalement des situations, etc., mais on ne se sent pas responsable soi-même. Mais si on creuse un petit peu et si on regarde aussi des travaux comme justement ceux d'Annie Ernaux, etc., on voit que la honte vécue, la honte par exemple des parents ou de la situation des parents, mais devient aussi une honte du chercheur ou de l'artiste, de l'écrivain, une honte d'avoir honte. C'est-à-dire une honte d'avoir honte de ses parents, une honte de voilà d'avoir trahi finalement sa classe en devenant prof, etc. Une honte en maîtrisant la langue française, elle se sent mépriser le patois que parlaient ses parents ou le français imparfait que parlaient ses parents. Et quelque part, elle s'en veut de sa maîtrise de la langue française et de son mépris, peut-être, de la langue imparfaite de ses parents. Donc la honte est quelque chose qui, justement, que j'envisage de creuser, parce que c'est quelque chose qui affleure, qui est présent dans la notion chez Mélanie Klein, chez le petit enfant qui a honte de ce qu'il a fait, et puis finalement que je pensais un peu congédié pour la réparation dans la recherche, mais qui finalement qui revient. Et qui revient parce qu'il peut y avoir aussi quelquefois une honte de transgression, mais de transgression de classe, c'est-à-dire on change de classe et on, on a peut-être trahi. Hein, comme Annie Ernaux cite à un moment donné Jean Genet dans une jolie formule, et la phrase de Genet qu'elle met en exergue dans La Place, c'est « Je hasarde une explication. Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. » Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant et voilà qui m'intéresse. Donc,
Dans cette réparation, il y a cette dimension de penser et d'écrire dans une perspective émancipatrice pour équilibrer quelque chose, pour rétablir quelque chose qui a été abîmé. Euh, alors, penser et écrire, le lien, c'est que la recherche est de la pensée qui devient texte. Nous publions, nous écrivons. Et même si je parle là, mais je parle face à un PowerPoint, etc. Et je reprends des idées qui étaient dans un article, et je reprends des idées qui étaient aussi dans un livre, et je vais peut-être faire un autre livre, etc. C'est-à-dire que euh, la recherche en sciences sociales, c'est de la pensée qui devient texte. Et tant qu'il n'y a pas de texte, quelle que soit la pensée, elle n'est pas ancrée. Mais le texte, il est public. Le texte, il est renvoyé au public. Le texte, il est finalement mis sur la place publique. Et donc, il va convier autrui. Et cet autrui va être associé dans ce théâtre, de ce processus de réparation. Et surtout, si le texte est apprécié, comme chez Genet, comme chez Arnaud, comme chez Ribon. Donc, quels sont les points de cette réparation qui sont aussi des points d'émancipation? Le premier point, c'est effectivement de s'autoriser à penser, et ça, c'est quelque chose, l'expression, elle était dans un texte de Vincent de Goléjac, et je la trouve juste, hein, mais d'autres personnes ont utilisé à peu près la même formule. Il faut déjà s'autoriser à penser, c'est-à-dire s'affranchir d'un contexte qui vous considère ou vous assigne une place où on n'attend pas cela de vous, où on pense que vous n'êtes pas capable d'eux, etc. Le deuxième point, c'est évidemment, c'est de choisir des objets qui sont au cœur de ce qui nous concerne. Et le troisième point que je vais aussi évoquer, c'est conquérir la langue et s'autoriser à écrire. Et la conquête de la langue n'est pas quelque chose de facile, c'est-à-dire que l'apprentissage de la recherche, l'écriture d'une thèse, on le voit bien quand on encadre des doctorants, il y a un apprentissage du style, de la rhétorique, des manières d'écrire pour publier des articles dans les bonnes revues, etc. C'est une rhétorique dont tout le monde est conscient des limites, et en même temps, c'est une rhétorique qui signe une socialisation qui va permettre aussi une professionnalisation. Donc la langue, c'est une des clés qui vont ouvrir les portes, qui vont permettre de changer de statut. J'ai été très intrigué, j'ai relu pour préparer cette conférence un des premiers textes de Pierre Bourdieu dans la revue d'études rurales, un texte de 1957 ou 58, donc Pierre Bourdieu a 27-28 ans, sur le célibat des paysans du Béarn. Et ce qui est très intéressant, c'est la langue avec plein de subjonctifs imparfaits, une langue d'une très grande qualité, mais qui veut justement s'affranchir de la langue des paysans. Et il met à chaque fois le patois paysan pour les différents mots, ce qui ne dit rien au lecteur, parce que, voilà, on ne parle pas le patois béarnais, mais ça montre aussi l'écart entre la langue de celui qui sait, qui pense, et puis la langue de ceux qui sont étudiés. Et de façon générale, c'est la maîtrise du langage qui donne une possibilité d'ascension académique et donc sociale. Pour reprendre l'expression de Sonnet dans un livre de Jacques Hébras, on va sortir du bois par l'écriture. Donc il y a une émancipation scripturale, et puis une des figures la plus classique que j'ai trouvée, c'est celle de la réparation d'une honte sociale familiale. Richard Hogarth, qui est un historien anglais, historien des classes populaires anglaises, et lui-même issu des classes populaires anglaises, et il a écrit un livre autobiographique qui s'appelle 33 Newport Street. Alors, je crois non, c'est la traduction, c'est le titre en français, je ne me souviens plus du titre en anglais, ça doit être dans la bibliographie. Et il dit de façon très précise qu'il était mandaté par finalement toute sa famille pour les sauver tous, c'est-à-dire aussi pour le coup pour les venger. J'étais celui qui pourrait s'évader pour eux tous, qui pourrait effacer le souvenir de ces années de travaux routiniers, de pieds gonflés, de dos fatigués. Le souvenir du risque
continuelle d'être tiré vers le bas par le quartier et les gens d'alentour, y compris par certains des siens. Le souvenir des affronts infligés non par de véritables messieurs et mesdames, mais par de petits arrivistes qui n'avaient pas de sous, et qui se donnaient des airs, ceux qui étaient juste au-dessus, la couche supérieure, comme il faut, de la classe ouvrière respectable. Et donc, il est investi d'une mission, Michelet va dire la même chose à peu près, c'est-à-dire qu'il est investi par ses parents, par ses oncles et tantes, d'ailleurs parce qu'il est orphelin, il est élevé par des tantes, et il est investi d'une mission et il est accompagné dans cette mission pour que justement, il ait une vie différente et il ne supporte pas je dirais les souffrances sociales que eux auront eu à supporter. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de passer, comme le dit Serge Tisseron, d'une honte qui tue à une honte qui sauve, hein, et cette, honte qui sauve va être un moteur, important. Alors, le passage des générations. Le cas Bourdieu est très intéressant. Bon, Pierre Bourdieu, on ne le présente pas, il a dans ses, dernières années, dans ses derniers ouvrages, publié Esquisse pour une auto-analyse. Et alors, il raconte, voilà, tout le processus rationnel et rationalisé du pourquoi il a fait de la recherche, pourquoi il est passé de la philosophie, etc. Et émerge, page 93-94, une sorte d'aveu. Une sorte d'aveu qui est finalement à la fois, qui ne dit pas tout, mais qui est extrêmement clair. Mais je ne puis pas ne pas le dire ici. Toutes ces raisons ne sont pour une part que le relais, la rationalisation d'une raison, d'une cause plus profonde. Un malheur très cruel qui a fait entrer l'irrémédiable dans le paradis enfantin de ma vie et qui, depuis le début des années 50, a pesé sur chacun des moments de mon existence. Depuis le début des années 50, a pesé sur chacun des moments de mon existence. Convertissant par exemple ma dissension initiale à l'écart de l'école normale, les impostures de l'arrogance intellectuelle, en rupture résolue avec la vanité des choses universitaires. Et ce que j'ai dit ici des causes ou des raisons de chacune des expériences évoquées, comme les aventures algériennes ou les emballements scientifiques, masque aussi la pulsion souterraine et l'intention secrète qui était la face cachée d'une vie dédoublée. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un malheur, un événement dans sa vie, euh, du début des années 50, donc il est né en 1930, donc début des années 50, il avait entre 20 et 25-27 ans. Et, cet événement, il en tire finalement une sorte quand même de culpabilité. Heu et il le dit, hein, ailleurs dans Esquisse pour une auto-analyse, il a voulu expier quelque chose comme s'il avait quelque chose à expier. Alors on n'en sait pas beaucoup plus, mais on voit bien que ça, c'est la racine, que c'est la source de quelque chose et la source aussi je dirais, d'une espèce d'énergie forte qu'il avait dans ses convictions. La clé, elle est incroyablement donnée par le fils, Emmanuel Bourdieu, dans un film qui s'appelle Vers paradis, qui a été sorti en 2000, alors je me souviens plus, 2003-2004, qui reprend le terme de vers paradis, qui était lui-même un terme de Baudelaire, hein, dans le poème Oessai Terabunda, le vers paradis des amours enfantines. C'est-à-dire, grosso modo, finalement, cette période un peu bénie de la fin de l'enfance, etc., où tout est possible, tout est joyeux, puis à un moment donné, il y a un événement tragique, la mort qui survient. Synopsis du film, Lucas est un jeune sociologue qui revient dans son village d'origine du Béarn pour réaliser une étude sur le célibat paysan. Je rappelle que le premier des articles de 62 donc de Pierre Bourdieu s'appelle Célibat et conditions paysannes. Il retrouve alors, lors d'un bal, deux amis d'enfance. Isabelle habite Paris et s'est mariée. Simon est resté au village pour exploiter avec sa mère la ferme familiale. Pourtant, ils s'aiment toujours et Lika décide de se les rapprocher à nouveau, sans s'apercevoir que c'est de lui qu'Isabelle tombe amoureuse. Je ne me souviens plus de la fin du film, mais je crois me souvenir que le Simon en question, finalement, se tue. Et que Lucas en question n'est pas amoureux, lui, d'Isabelle et va vivre une autre vie. Mais il va avoir probablement, en tout cas c'est mon hypothèse, un sentiment de culpabilité par rapport à ce jeu à trois, cette situation à trois. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de voir comment finalement ce qui est présenté par Pierre Bourdieu comme étant le moteur sous-jacent d'une bonne partie
de sa, de sa, de sa recherche, de ses motivations, va être finalement explicité, hein, par le fils. Dans un film qui n'aura pas un immense succès, mais il y a quand même Denis Podalides, etc. dedans, donc c'est un assez bon film. Et je trouve ça, ce passage est très intéressant. Alors, euh, dans les formes, dans les moments de la réparation, il y a la maîtrise de l'expression écrite. Euh, Howard Baker rappelle, donc le grand sociologue américain, Howard Baker rappelle l'histoire de cette étudiante, hein, qui avait adopté un langage compliqué parce que pour elle, ça faisait plus classe. Et elle raconte qu'elle avait toujours été impressionnée par les propos abscons, le vocabulaire recherché, qui pour elle donne une forme d'autorité, de supériorité. Si j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire, c'est que je ne suis pas aussi calé. Et donc, il y a tout un enjeu autour de la langue sur le fait de faire scientifique, de faire sérieux, de prouver par la maîtrise de la langue que on est arrivé à un niveau d'excellence, etc., qu'on est non seulement dans une langue pure châtiée, mais en plus dans une langue qui en impose. Cette conquête de la langue est aussi une prise de risque, hein. Annie Ernaux rappelle, elle qui a très tôt été attirée par la lecture, par les lettres, et qui va, issue d'un milieu modeste, va devenir agrégée de lettres et professeur de lettres. Elle dit: «Enfant, quand je m'ai forcé de m'exprimer dans un langage châtié, j'avais l'impression de me jeter dans le vide». Hein. C'est-à-dire que la maîtrise de la langue, c'est une conquête, mais une conquête à risque. C'est-à-dire on peut justement être à côté de la plaque, on peut, voilà. Donc, c'est une maîtrise qui est nécessaire, qui est indispensable, mais qui ne va pas obligatoirement de soi. Alors, dernière étape aussi dans la recherche, et là je suis plus dans la perspective de la thèse, euh, et j'ai vécu ça plusieurs fois, et nous avons vécu ça ensemble, Olivier, c'est que la soutenance, pour moi, c'est un moment de réinsertion institutionnelle qui officialise la réparation. Et j'ose une sorte de parallèle. Ma proposition, c'est que en fait, c'est un peu le miroir de la situation d'un tribunal, hein. C'est-à-dire que la soutenance de thèse, c'est comme en miroir ce qui se passe dans un tribunal. On a coutume de le dire, j'ai les travaux de Denis Salas et autres, que l'audience du tribunal fait réparation, et très souvent d'ailleurs les victimes le disent: maintenant nous pouvons faire notre deuil une fois que finalement il y a eu le procès, que on a reconnu que telle personne était coupable d'eux, etc. Ben maintenant, le travail de deuil peut se faire, on n'est plus en cette suspension. La société, hein, qui a mandaté les personnes du tribunal, les procureurs, etc., la société reconnaît qu'il y a bien eu un préjudice et que ce préjudice doit être réparé. Donc, l'audience du tribunal fait réparation, et la victime, dans une mise en scène précise, voit son histoire racontée par d'autres, plaidée, le cas échéant, compensée par une peine ou des dédommagements. Le dispositif de soutenance de thèse, qui est un dispositif qui est largement issu de la disputation médiévale, c'est-à-dire qui est largement issu d'un débat contradictoire que l'on avait dans les universités médiévales, mais qui ont été surtout des débats théologiques. À la période médiévale, l'essentiel quand même des doctorats sont des doctorats théologiques. Eh bien, la soutenance de thèse est aussi théâtralisée avec le directeur de thèse, les rapporteurs, les membres du jury, le président, etc. Et c'est un jeu d'évaluation dont l'issue est nécessairement positive, puisqu'il y a eu, en tout cas, des évaluateurs, des rapporteurs qui ont fait des rapports, qui ont autorisé la venue à soutenance de la thèse. Et finalement, l'issue est nécessairement positive, et c'est performatif, c'est-à-dire qu'à la fin de la soutenance, les quelques phrases sacramentales font que la personne est docteur. Et elle est docteur, c'est-à-dire qu'elle a un statut, elle conquiert un statut, elle, elle est réhabilitée, si elle venait d'un milieu très modeste, etc., elle est réhabilitée dans une position qui est une position finalement, je dirais pas dominante parce que j'aime pas cette terminologie, voilà, mais qui a en tout cas une position valorisée, une position respectée.
Et donc, si on vient d'une position non respectée, effectivement, il y a une conquête qui s'établit là, et une conquête qui est, je trouve, intéressante et qui demeure, qui a de l'éclat, hein. C'est-à-dire que la soutenance de thèse peut être effectivement une revanche éclatante, une réhabilitation éclatante. Donc, dans la recherche, dans l'écriture, il y a une double réparation qui se fait finalement, c'est se réparer soi-même et c'est aussi réparer le monde imparfait qui a créé de la souffrance, de la violence, etc., et que l'on a subi ou que les siens ont subi. Alors cette réparation peut être un processus sans fin, aussi infini que la recherche ou que la création artistique elle-même. Et cette réparation ne passe pas nécessairement, évidemment, par la recherche. Elle pourrait passer par la conquête du pouvoir, par la conquête de l'argent. Elle peut passer. Il y a des travaux sur, finalement, qui ont comparé euh, les stratégies de Claudel et de Camille Claudel et de Paul Claudel par rapport à des drames dans leur vie personnelle, hein. Pour Camille Claudel, la rupture avec Rodin; pour Paul Claudel, la rupture avec une femme qu'il aimait, et qui les ont fait basculer dans la création artistique avec voilà, des destins différents, un destin plus tragique pour Camille Claudel que pour Paul Claudel. Donc il y a plusieurs moyens de se construire. Néanmoins, dans la recherche, et Hogarth par exemple le dit, il a trouvé dans la recherche quelque chose qui lui permettait d'obtenir le respect et de l'obtenir par ses propres efforts, en écrivant, plutôt qu'en cherchant à atteindre une position élevée ou à gagner de l'argent, hein. C'est-à-dire que c'est une des stratégies de réparation, ce n'est pas la seule, hein, il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est des stratégies de réparation, et ça me fait penser à ce que disaient des discussions que j'avais avec des collègues qui sont en finance et qui travaillent avec des traders, et qui me disaient que très souvent chez les traders, il y a aussi ce désir d'ascension sociale, de compensation par un argent gagné massivement par rapport à des milieux, une origine dans des milieux modestes. Et donc, il y a différentes stratégies de réparation, et je pense que la recherche en fait partie. Donc, ceci étant, ça ne peut jamais être des thérapies. C'est-à-dire, ce ne sont pas véritablement des thérapies. Ça permet de comprendre, ça permet de déplacer quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui, effectivement, qui est de l'ordre, pour le coup, de la sublimation. C'est-à-dire qu'on va déplacer un objet de désir, et c'est peut-être que dans l'après-coup que l'on peut dire que cela a pu effectivement faire réparation. Dernier élément, par rapport à tout ça, le directeur de recherche, et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu évoqué avec des collègues à moi qui ont dirigé maintenant un certain nombre de thèses. J'en ai pas dirigé énormément non plus, mais une douzaine. Mais c'est qu'on est quelquefois projeté malgré nous, dans une histoire qu'on ne connaît pas, que l'on va connaître petit à petit, dont on va connaître des bribes, et voilà, qui est quelque chose voilà, qui est au-delà de notre rôle. Et donc, Olivier a travaillé sur justement ce rôle de médiateur, coach, mentor, facilitateur du directeur de thèse. Et effectivement, on peut quelquefois aller au-delà, et au-delà d'une façon qui peut désarçonner aussi l'encadrant, hein. Mais ça le désarçonne, l'encadrant, et en même temps, ça fait écho à ses propres cheminements personnels. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est passé par cela. Nous-mêmes, on a eu des relations. Dans mon cas, j'ai des relations extraordinaires avec mon directeur de thèse, avec lequel je suis toujours ami, et qui est quelqu'un d'absolument remarquable. Et je pense que ma manière de diriger des thèses est aussi très décalquée de la manière qu'il avait d'être avec moi. Et donc, ça fait écho à ce que nous avons nous-mêmes vécu, et à ce processus qui est pour chacun un processus, je trouve, d'émancipation, hein. Et donc, bon, ce que l'on va transmettre à travers ça, c'est pas uniquement
une transmission cognitive de la recherche, mais c'est la transmission d'un processus d'émancipation. Et c'est peut-être finalement ça qui fait l'intérêt du travail. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Euh, alors, j'ai tout un tas de bibliographies, mais c'est pas, c'est pas indispensable. Voilà, on va peut-être, Olivier, passer la parole maintenant à… Oui, un grand merci à toi, Jean-Philippe. Bon, toujours très inspirant. Je laisse la parole à qui veut la prendre. N'hésitez pas à utiliser le clavardage ou alors à lever votre petite main artificielle. Et il faut que quelqu'un brise la glace, comme on dit. Donc, sentez-vous bien à l'aise de… Alors, Félix? Oui, merci beaucoup pour cette passionnante conférence. Ça fait plaisir de voir Je suis sociologue, hein, je suis au doctorat à l'UQAM, au département de sociologie. Donc, ça fait plaisir de voir des gens s'intéresser aussi à la sociologie clinique. Je trouve qu'on n'est pas assez nombreux et ça fait toujours très plaisir. Alors, j'avais une question peut-être innocente, peut-être hors sujet même. Vous dites que écrire pour penser, P-E-N-S-E-R, et pour penser, P-A-N-S-E-R. Donc, on met beaucoup de soi dans l'écriture, mais quid de la réception des travaux? Vous parlez de la soutenance de thèse, et c'est bien normal, mais quid de la réception auprès du grand public? Si on met beaucoup de soi dans le texte, dans nos écrits, dans nos recherches, est-ce qu'il n'y a pas je ne sais pas si c'est un risque, mais je vais utiliser ce mot-là, qu'il y ait soit cette peur de la part du chercheur ou de la chercheuse à dévoiler ses travaux parce que c'est le dévoilement de soi, ou au contraire, est-ce que ça pourrait pas être recherché au risque, comme vous le dites, peut-être le côté militant qui puisse prendre le dessus sur la démarche scientifique? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et en fait, une fois que l'écriture est faite, il y a une partie de la réparation qui est faite, euh, mais vous avez raison, je crois que une autre grosse partie de la réparation, c'est dans la réception, l'acceptation. Alors c'est vrai que l'acceptation, elle commence déjà quand la thèse est soutenue, parce que ça veut dire qu'elle est validée par les instances, etc. Mais après, il y a le plaisir narcissique de voir sa thèse publiée, de la voir commentée, de la voir critiquée, etc. Et donc, voilà, on rentre dans le jeu narcissique, hein, du plaisir que l'on a, voilà, quand on publie quelque chose et quand on en attend des retours. Mais pour moi, c'est un peu l'au-delà de la réparation. C'est-à-dire que, alors je suis d'accord avec vous, la peur de dévoiler de l'intime peut poser problème sur l'écrit. Hein. Quelles sont les frontières de ce que l'on dit? Il y a des gens qui travaillent sur des choses qui ont été très intimes pour eux et dans l'écriture de la thèse, il y a une vraie question de qu'est-ce que l'on va dire, jusqu'où on va le dire, jusqu'où on va en parler. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup à l'UPC, à l'Université de Paris 7, parce que, effectivement, la sociologie clinique, et moi je fais ma thèse avec Eugène Henriquez et je travaille beaucoup avec Vincent de Goléjac, la sociologie clinique, on est très sensible à la place du chercheur, au chercheur comme auteur, et donc au lien qu'il y a entre voilà, le chercheur et sa vie. Et euh, donc, il y a vraiment quelque chose qui est important du côté de la réception. Mais pour moi, la réception, c'est presque la cerise sur le gâteau réparateur, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire que après, une fois que la thèse est faite, bon, mais je nuance encore ce que je viens de dire, c'est que finalement, sur la réparation, c'est comme sur la reconnaissance, il n'y en a peut-être jamais assez. On a fait un article avec mon collègue et ami Justin Deslandes sur le sujet, le fait que la reconnaissance, il n'y en a jamais assez.
Et la réparation, il n'y en a peut-être jamais assez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été reconnu, que la thèse est soutenue, etc., ben, on veut qu'elle soit publiée. Une fois qu'elle est publiée, on veut qu'elle soit commentée. Une fois qu'elle est commentée, on veut qu'elle soit appréciée, on veut, etc. Et donc, il y a le tonneau des Danaïdes de l'attente narcissique de reconnaissance. Et là, on est dans l'irréparable. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu limite. Félix, tu veux compléter ou... Oui, je me suis rappelé d'un élément que je voulais dire. Vous parliez de Foucault également. Et Foucault, on le sait, quand on s'intéresse un peu à sa pensée, refusait de donner des détails sur sa vie personnelle, voilà, en disant, notamment sur son homosexualité, pour ne pas, je pense, se dévoyer en tant que chercheur, etc. Mais moi je le vois, c'est intéressant ce que vous dites sur les sujets très intimes, parce que je travaille sur l'intimité, et c'est toujours des questions qu'on me pose en conférence ou autre. Si vous travaillez sur tel sujet, c'est que vous devez être intéressé par le sujet, et je suis toujours, moi, à titre personnel, très embarrassé par ces questions-là, parce qu'à la fois c'est vrai et à la fois non. Enfin, je veux dire, je veux pas que ma démarche de chercheur, à l'instar de Foucault, plus modestement bien évidemment, mais que ce soit pris comme quelque chose. Ah bah si j'ai un intérêt personnel pour ce sujet, c'est logique que je m'y intéresse. Bah oui, mais non en fait. Et c'est là cette position qui est très difficile à tenir, je trouve. C'est ce que je voulais rajouter. Oui, absolument. Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que Foucault ne voulait pas être rabattu sur un chercheur homosexuel. C'est-à-dire que ça n'avait pas de sens. Il a fait une histoire de la sexualité pour montrer de façon plus large comment se construisent les dimensions qui vont construire la normalité, etc. Bon. Après, il y a c'était une question d'ailleurs, je pense, dans la biographie de Foucault par Héribon, c'est une question qu'il a, et je pense qu'il a bien traitée, c'est-à-dire sans la cacher en tant que telle, etc., mais en même temps en lui laissant la place que voulait qu'elle ait pour Foucault, et parce que les objets de Foucault n'étaient pas que finalement des objets liés à sa sexualité. De la même façon, on ne va pas attendre qu'une femme chercheur ne travaille que sur sa condition de femme. Elle peut avoir des objets, voilà. Donc, il ne faut pas rabattre l'individu sur, ni essentialiser ce qui peut paraître de ses caractéristiques. Moi, c'est tout l'inverse. C'est comment l'individu décide, lui, que telle ou telle chose va faire objet de recherche, et pourquoi et comment. Alors, dans l'ordre, il y a Hamida, et puis après, il y avait un témoignage, une question de Maryse sur le clavardage. Mais Hamida, pour commencer. Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui est très, très riche et très intéressante. Ma question, elle porte sur, vous avez évoqué la réparation de soi et rendre à l'équilibre et rétablir quelque chose qui a été abîmé. Pourquoi on ne peut pas utiliser une reconstruction du chercheur? Parce que je pense que c'est, dans certains cas et dans certains contextes, ça sera peut-être une reconstruction de son identité, et peut-être avec la recherche, il a découvert quelque chose qui existait mais il ne savait pas avant, ou bien quelque chose au fond de lui qui a évolué. Ah oui, ça c'est intéressant, et je suis assez d'accord avec vous. Je pense que dans certains cas, il y a une reconstruction, ou en tout cas, il y aurait deux choses à dire. La première, c'est que je pense que nous sommes en construction permanente en fonction de ce que nous lisons, de nos expériences. Donc nous sommes, et si on reprend la métaphore de la construction, bah, voilà, nous sommes presque une ville, ou en tout cas un hameau qui se construit en permanence. Dans la notion de réparation, il y a une notion d'injustice initiale. Dans la reconstruction, elle n'y est pas toujours.
On peut reconstruire quelque chose parce que, voilà, on a envie de reconstruire. On peut réinventer sa vie. On peut décider de faire un autre choix professionnel. Moi, j'ai eu une vie professionnelle avant de faire de la recherche. Donc, je peux considérer ça comme une reconstruction. Mais ce n'est pas une réparation. Il y a quelque chose de plus négatif dans la source de la réparation, qui est le vécu de quelque chose, justement, d'une honte sociale, quelque chose. Et ce vécu négatif s'impose à l'individu, comme chez Hogarth. Il était dans un milieu très modeste, et voilà, et il y avait une sorte de honte sociale sur son statut, ça s'imposait à lui, et voilà. La reconstruction ne s'impose pas nécessairement, pour moi, mais il faudrait Mais, réfléchir à ça. mais, dans ça, mais dans certains cas, ou bien dans certains contextes, est-ce que le chercheur, avant de commencer la recherche, son état, son identité est toujours la même qu'après avoir fait une thèse? Je pense que tout processus de recherche nous transforme. Est-ce que ça nous transforme beaucoup ou pas? Est-ce que nous avons conscience des transformations? C'est pas sûr. Il y a une très jolie phrase de Chateaubriand dans l'article de 1819 de la Vendée, où il dit « La révolution était achevée lorsqu'elle éclata ». La révolution était achevée lorsqu'elle éclata. Elle n'a pas renversé le trône, elle en a dispersé les débris. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui apparaît comme un événement majeur, la révolution, en fait, n'est que le prolongement de quelque chose qui est antérieur et qui est sous-jacent et qui n'est pas visible. Et finalement, nous-mêmes, nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des changements qui se font en nous et qui, à un moment donné, deviennent manifestes. Nous rejetons quelque chose, nous ne voulons plus, nous ne consentons plus à travailler de telle ou telle façon, etc. Et finalement, on s'en aperçoit plus tard que nous avons changé. Nous n'avons pas toujours conscience des changements. Voyez, donc c'est une reconstruction peut-être, mais elle quelquefois se fait à notre insu. Voyez. Oui. Est-ce que j'aurais envie de répondre? Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Merci. merci à vous. Je suggère à Maryse de formuler, si tu es en mesure de le faire oralement, la question que tu avais posée sur le clavardage. Maryse, je suppose que tu es avec nous. Oui, je suis là, mais je ne sais pas si on m'entend. M'entends-tu? J'entends très, très bien. OK. En fait, ma question est au sujet de toutes les normes scientifiques qui, on le sait, en tout cas dans un parcours doctoral, peuvent être plus handicapantes qu'émancipatrices. Je pense entre autres à toutes les études qui sortent sur le haut taux de burn-out des étudiants. Il y a plusieurs recherches qui parlent des normes d'écriture scientifique comme étant réservées à une certaine élite sociale, qui castrent un peu les parcours qui sont pas qui ne fit pas dans cette élite. Certains textes qui parlent entre autres de l'écriture phalangocentrique et tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut penser ce parcours du doctorant, de la thèse, dans ce contexte social-là, qui serait plus heurtant qui penserait les doctorants, donc tous les parcours qui finissent pas, en fait, parce que ceux qui finissent sont donc reconnus, donc il y a la reconnaissance, donc la réparation, mais pour tous ceux dont ça n'arrive pas, comment est-ce qu'on peut réfléchir ça? Merci. Merci, oui, c'est une très bonne question, et c'est vrai, j'en ai pas parlé. Toutes les statistiques sont connues, hein, il y a un pourcentage élevé de thèses qui sont commencées et qui ne sont pas achevées. Et le processus de thèse, il y a tout un tas de travaux là-dessus, et Olivier aussi a travaillé là-dessus. Le processus de thèse est un ensemble d'épreuves, c'est-à-dire des preuves personnelles par rapport à la solitude de la recherche, des preuves de challenge, je dirais, cognitifs, méthodologiques, par rapport au terrain, par rapport aux interlocuteurs, par rapport au milieu, par rapport il y a plein de défis. Et donc, mon hypothèse, c'est que la force que l'on peut avoir, qu'il faut avoir pour relever tous ces défis, cette force-là, elle peut venir justement de ce besoin de réparation.
On peut, à mon avis, si on veut faire une thèse de façon un petit peu tranquille, comme on passerait son permis de conduire, etc., je ne suis pas sûr qu'on y arrive facilement. Ça mobilise trop de choses, ça nous mobilise trop. Et donc, ça mobilise des choses qui nous touchent et qui nous affectent de façon profonde. Et puis la thèse est un processus très, très personnel, mais très solitaire, hein, qui peut isoler les individus. Et une des difficultés qu'ont beaucoup de doctorants, c'est justement cet isolement qu'ils peuvent ressentir. Donc, je pense que dans ce contexte qui est un contexte d'épreuve, un contexte difficile, ce désir de réparation, à mon avis, peut être un des moteurs. Un des moteurs. Après, tout dépend aussi des sujets, des équipes, des financements. Le financement des thèses, c'est quand même un sujet considérable par rapport au confort ou au non-confort d'une thèse. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une vraie difficulté et je pense que ce désir de réparation peut être un des moteurs face à cette avalanche de difficultés qu'est le fait de faire une thèse. Merci. C'est convenable, Marie, ça? Oui, oui, je pense pas qu'il y ait de réponse à ce genre de Oui, questions, mais c'est des pistes qui sont intéressantes. Merci. Alors ensuite, il y a Roula, et puis il y Oui, aura Sana qui a écrit une question après dans le clavardage. Roula, c'est à toi. oui. Alors, je voulais donc, par mon intervention, en fait, parler un peu de mon testimonial, comment on dit ça en français? témoignage. De mon témoignage, exactement. En fait, en fait, Amida et moi, donc je pense qu'Amida, elle voudrait bien, par son intervention, parler un peu de mon cas. Et je remercie Amida pour faire ça, en fait, parce qu'elle est au courant et parce qu'on était ensemble avec la même directrice de thèse avant de changer et d'avoir un nouveau directeur de thèse. En fait, au début de mon parcours doctoral, donc, on assistait dans un séminaire et ma directrice de thèse, qui n'était pas encore ma directrice de thèse, m'a posé la question: «Pourquoi tu vas faire une thèse?» Alors, j'ai répondu, j'avais la réponse suivante: «Parce que I lost my identity». Mhm. J'ai perdu mon identité et je suis en train de la retrouver. Et Ok. alors et du coup, donc sa réaction était la suivante. Elle m'a elle m'a dit: «Il ne faut pas dire ça et l'autre fois, lorsque on va te poser cette question, il faut, dire que, parce que tu aimes la recherche, que tu fais la recherche». Et en fait, à ce moment-là, j'ai appris cette phrase et à chaque fois, je répète la même chose, bien que je n'étais pas vraiment, consciente de ce que je fais. Jusqu'à un moment donné où, j'ai changé de directrice de thèse, et après, donc, de multiples travaux avec ma directrice de thèse, avec Olivier Germain, avec Jean-Luc Morisseau, j'ai réalisé que j'avais le droit de dire ça. Et en fait, votre intervention aujourd'hui, colle très bien avec mon cas, très, très bien avec mon cas, parce qu'il y a quelque chose que Olivier n'était pas au courant, que vraiment, c'est pas seulement une question de reconstruction de mon identité. En fait, vraiment, la recherche d'après cette intervention aujourd'hui, c'est vraiment, est une sorte de réparation. Il y a une sorte de réparation. Alors, je voudrais bien révéler ça dans ma thèse. Ma question est la suivante, parce que j'ai toujours peur de faire face à des conflits durant ma soutenance. Mhm. La question est la suivante: comment est-ce qu'on peut se défendre durant notre soutenance? Parce que,
À l'époque, donc, lorsque j'ai commencé mon parcours doctoral, on m'avait dit que ça ne relève pas de la science de gestion. Et si jamais on m'a posé cette question, en fait, comment je peux me défendre? Comment cette méthodologie, en fait, fait partie de la science de gestion? Merci. Alors, vous faites une thèse sur quoi? Ça m'intéresse, votre situation m'intéresse beaucoup. Vous faites une thèse Euh, sur quoi? ma thèse, c'est à propos de l'entrepreneuriat féminin au Liban. D'accord, Ouais. d'accord. Donc vous êtes Est-ce que vous libanaise. voulez que je développe un peu ou ça suffit? Ouais, je vois à peu près, la thématique. J'imagine que vous êtes libanaise et que voilà, vous avez vécu toutes ces Oui, il y a des voilà, épreuves, du territoire, pas voilà. seulement du terrain, du territoire, de la J'ai directrice de thèse. voilà. Votre, je dirais, C'est première directrice de thèse était libanaise? non, elle était française D'accord. et la deuxième, elle est encore française, mais elle est dans le courant critique, et donc voilà. Alors, bon, sans présumer, mais il se trouve que j'ai beaucoup enseigné au Liban, à l'ESA, à Beyrouth. Donc, je peux imaginer un petit peu les enjeux. D'accord. Alors, comment se défendre à la soutenance de thèse? Moi, je pense, et je pense que Olivier sera d'accord avec moi, une bonne soutenance de thèse, la soutenance de thèse, c'est pas de la corrida. La soutenance de thèse, il faut la faire avec des gens qui soient respectueux, respectueux des personnes qui sont présentes, respectueux entre eux. J'ai horreur, moi, des soutenances de thèse où des universitaires en manque de reconnaissance sont agressifs vis-à-vis de leurs collègues. Bon, ça, c'est... Et donc, déjà, une bonne soutenance de thèse, c'est une soutenance de thèse avec des gens qui sont intéressés par votre sujet et qui ne vont pas être entravés par leur défaillance narcissique personnelle. Ok. Mmh. Donc, donc voilà, hein, faut prendre des gens comme Olivier Germain, Jean-Luc Morisseau, etc. J'ai d'autres noms à vous donner si vous voulez, hein, mais ce que je veux dire, c'est il y a ça. Et je pense que le respect est important parce que s'il n'y a pas de respect, il ne peut pas y avoir discussion. On peut pas réfléchir comme ça si on se sent derrière des sacs de sable, menacés par les kalachnikovs de snipers qui sont en embuscade. Bon. Donc déjà, pour la soutenance, je pense que ça ne doit pas exister sous cette forme. Après, un deuxième élément de réponse par rapport à ça, c'est que c'est à vous aussi de métaboliser cette... vous êtes exactement dans ce que je viens d'évoquer sur finalement une reconstruction, mais qui est aussi une réparation. Mmh. Reconstruction identitaire pour vous, parce que voilà, vous êtes dans un nouveau pays, etc. Et mais en même temps, il y a une fonction de réparation par rapport à des choses vécues, par rapport à... Voilà. Et, et c'est à vous je dirais, de comprendre ce qui se joue là, sur le rôle des femmes, le rôle des femmes dans l'entrepreneuriat, peut-être le rôle des femmes vis-à-vis des familles, vis-à-vis des religions, au Liban, etc., et au Proche-Orient, de façon plus large, vous voyez. Et donc ça, ce récit vous appartient. C'est à vous de vous le faire pour vous, vous Mmh. voyez. Mais je dirais presque comme un récit auto-ethnographique. Hein, Exactement. souvent, quand moi j'ai des étudiants qui font des sortes d'ethnographies sur le terrain, je leur suggère de faire un journal, parce que dans le journal ethnographique, on peut dire ses émotions, ses étonnements, etc. Et ça, je pense que c'est utile, parce que ce récit-là vous appartient. Mmh. Et ce récit-là, après, vous permet aussi de mettre à distance cette histoire. C'est-à-dire, cette histoire, vous n'êtes pas obligé de la dire à tout le monde. Finalement, ce qu'il y avait de vrai dans ce que vous disiez, votre première directrice de thèse, c'est que vous avez plusieurs discours à proposer, à dire sur votre thèse, selon les interlocuteurs, selon les situations. Mais de Mmh. la même façon que l'on passe notre temps à faire des discours autobiographiques. Si on va chez le médecin, on fait un discours autobiographique. Si on va chez le banquier pour emprunter de l'argent, on fait un autre bout de discours autobiographique, etc.
Donc, ce sont des bouts de discours autobiographiques qui sont à chaque fois adressés à des personnes différentes. Il y a des travaux de Zussman là-dessus, etc. Et il faut accepter cette idée qu'on ne peut pas dire le même discours à tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui est pour vous, pour aussi les gens avec lesquels vous allez être en confiance, etc. Et puis un discours qui est plus institutionnel. Mhm. Et là, par exemple, ben voilà, vous intéressés à l'entrepreneuriat, les femmes entrepreneurs, ce sont des choses qui sont importantes. Il y a une littérature qui se développe, parce que ce sont des phénomènes importants en Asie, en Afrique, au Proche-Orient, en Europe aussi, etc. Donc, c'est à vous d'intégrer aussi le destinataire, c'est-à-dire, voilà, de voir ce qui, si vous êtes en recherche d'emploi après, ben, de dire, voilà, je travaille sur les femmes entrepreneurs, etc. Et ça intéresse à tel sujet, telle publication. L'autobiographie, c'est toujours un acte de circonstance. J'ai beaucoup travaillé sur l'autobiographie. Alors, si ça vous intéresse, lisez de devenir sociologue. Ça vous amusera parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Ok. Mais c'est toujours un acte de circonstance. Donc, il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas tout dire à tout le monde. Je vois d'ailleurs qu'il y a un de mes anciens doctorants qui nous dit au revoir, Xavier. Au revoir, Xavier. On ne peut pas tout dire à tout le monde, et c'est normal. Vous voyez, je ne sais pas Ok. si ça répond à votre question. Bien sûr, tout à fait, absolument. Merci. De rien. Alors, je propose à 2 personnes qui sont intervenues par clavardage de formuler oralement leurs propos s'ils sont d'accord et s'ils sont dans les conditions qui le permettent. Il y a d'abord Sanaa, puis ensuite, je crois que c'est Vincent ensuite. Donc Sanaa, je ne sais pas si tu es en mesure de prendre la parole. Es-tu encore parmi nous? Oui. Oui, mais on ne vous entend Oui, pas. oui, c'est Ah, bon. par contre, Ouais. bonjour. Voilà, ça y est, Ah, je bonjour. m'excuse, j'étais encore sur mute. Ben, merci beaucoup pour la présentation. C'était super passionnant et intéressant. Merci beaucoup, Merci à vous. Olivier. Merci à En vous. fait, c'était mon professeur, fait que moi, je suis habituée vraiment au sujet passionnant en fait qui nous suggère toujours. En fait, moi, j'ai une question par rapport à l'écriture. Dans le fond, en fait, vous avez parlé du processus sans fin. J'ai beaucoup aimé en fait la qualification. Puis honnêtement, en fait, 5 ans avant, là, je suis en phase finale. Dans le fond, j'attends mes commentaires pour l'évaluation de ma thèse. J'ai eu un poste à l'UQAM où j'ai étudié et tout se passe bien dans le fond. Mais 5 ans avant ou 6 ans avant, j'aurais pas, en fait, je me serais pas vraiment retrouvée dans ce genre de situation parce que en parlant, en fait, j'arrive pas en fait à définir un fait ou un malheur proprement dit. Par contre, est-ce que le processus d'écriture ne devient pas lui-même un fait de malheur, dans le fond, et qui va émerger le besoin de justement écrire pour réparer. Sauf que je vois en fait la réparation, il y a un élément qui est inhérent à la réparation, c'est la liberté. Puis là, en fait, je mets en lien 2 éléments, notamment en fait moi, je suis en gestion de projet, donc de manière générale en gestion, en fait, il y a certaines normes, puis c'est très structuré, c'est cadré, il y a des critères de performance qu'il faut vraiment répondre à ça. Les publications également sont assujetties à ces critères-là. Donc, c'est quand même assez difficile de situer en fait ces récits-là. Donc, c'est ça en fait. Moi, j'ai l'impression que oui, en fait, le processus d'écriture n'a pas été vraiment facile. Puis merci beaucoup, Olivier, pour le partage des témoignages. J'aimerais aussi, en fait, participer. Donc, c'est ça, en fait, ça devient, en fait, moi, ça a été difficile. Ça a été quand même, ça n'a pas été vraiment un processus simple. Et puis, en fait, on est plusieurs acteurs. Il y avait ma direction de thèse. Puis aussi, en fait, le point important, c'est toute la relation qu'on construit avec nos directeurs de thèse. C'est très, très important. Il y a des affinités qui se construisent au fil de temps, mais c'est également qu'on est tous pas mal acteurs dans ce processus d'écriture. Donc, c'est ça, en fait, moi, c'était ça le déclencheur du besoin de réparation. Ouais. Oui, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Comme je dit, je crois au début, il n'y a pas nécessairement réparation. Toute recherche n'est pas ancrée sur une réparation. Elle peut l'être, mais elle n'est pas nécessairement ancrée sur une réparation.
Et pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, effectivement, il y a quelquefois juste de la construction, pas le temps de la reconstruction, mais juste la construction. Mais l'écriture, pour le coup, je pense, est toujours en processus de construction. Parce qu'on élabore toujours quelque chose, on élabore un style, et Bourdieu le disait lui-même, hein, qu'il avait changé son style, il était passé des hauteurs de la philosophie au côté très terrain de l'ethnologie en Algérie. Et en fait, chaque aventure de recherche est aussi une aventure scripturale, hein, une aventure rhétorique. Et là-dessus, dans un texte, on passe son temps à réparer. Le texte, il n'est jamais parfait. Il est jamais totalement satisfaisant. Quand on envoie des articles sur des grandes revues internationales, on se prend des volets de bois vert, et nous-mêmes, quand on est relecteur, moi je suis relecteur pour Human Relations, pour Organization Studies, etc., j'essaie d'être le plus gentil possible, mais en même temps, quand on dit qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas, quoi. Donc, on le dit. Donc, voilà, on est pris dans ce jeu-là qui est un jeu infini, c'est-à-dire d'amélioration permanente, et puis est-ce qu'il faut avoir une idée précise de ce que serait un texte parfait? Le seul intellectuel que je connais qui a voulu faire des textes parfaits, c'est Auguste Comte. Auguste Comte, tous ses textes, tous ses paragraphes devaient avoir 7 phrases, chaque phrase devait pas avoir plus d'un certain nombre de mots, etc. Bon, il pensait qu'avec ça, il aurait un texte parfait, une langue parfaite qui serait juste inférieure à la poésie. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, en définitive. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas l'idéal de quelque chose de parfait qu'il faut abandonner? Il faut juste que le texte soit suffisamment bon. Hein, c'est winnicotien. C'est-à-dire de même qu'il y a des mères qui doivent être non pas parfaites, mais suffisamment bonnes. Eh bien voilà, le texte doit être suffisamment bon. Et c'est peut-être cela. La construction doit être suffisamment bonne. Une construction parfaite, on ne sait pas ce que c'est. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ce n'était pas vraiment une question. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Alors, dans l'ordre, on va prendre. Alors, Vincent, je ne sais pas si vous êtes en mesure de parler. Vous avez écrit une question dans le clavardage. N'hésitez pas à la partager oralement. Oui, bonsoir. Allô, Est-ce Vincent. que vous m'entendez? Vous me voyez Très bien. peut-être. Bon, je vais rejoindre d'abord tous ceux qui vous ont remercié. C'est pour moi vraiment un grand plaisir de pouvoir assister à cette session et de pouvoir, pour le coup, interagir aussi. En fait, Jean-Philippe Bouillot a commencé à répondre un petit peu à ma question en parlant tout à l'heure des discours biographiques comme des actes de circonstance. Peut-être très rapidement, je me présente néanmoins. Je ne suis pas sociologue, comme vous pouvez le voir sans doute aussi, je ne suis pas un jeune chercheur. Néanmoins, après une expérience professionnelle de quelques années, dirons-nous, je suis rentré dans un programme particulier qui est un programme de recherche et un doctorat sous format d'IBA au Conservatoire national des arts et métiers, mais dont la finalité n'est pas la production d'une thèse, mais plutôt d'un essai. Et donc, on est assez confronté, en tout cas, on échange beaucoup autour des questions des normes académiques et de la petite liberté que nous offre l'exercice d'un essai plutôt que d'une thèse, au sens de la thèse PhD. Et donc, je m'interrogeais sur aussi la question des normes qui était abordée précédemment. Pour résumer, j'avais noté en fait le fait ou les faits qui seraient source d'un besoin de réparation dont vous parlez, ils ne sont pas nécessairement conscients, donc peuvent nécessiter un travail important. J'ai presque noté une épreuve, en fait, de travail réflexif et introspectif sur soi. Et je me disais, vous parlez beaucoup donc, de ce travail de recherche et de thèse. Est-ce qu'il ne génère pas, ou plutôt, est-ce que les normes académiques ne génèrent pas une frustration de ce point de vue-là? Puisque l'exigence d'objectivité, je dirais, laisse nécessairement au vestiaire tout ce travail, s'il est fait, ce travail réflexif et introspectif,
alors que j'ai compris de votre proposition et de vos travaux qu'il serait vraiment intéressant sans doute d'utiliser cette matière dans nos travaux de recherche. Alors, ça dépend aussi de la recherche que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des recherches. Moi, j'ai des collègues, par exemple, à l'ESCP, qui ont fait des auto-ethnographies, donc qui ont vraiment travaillé sur une expérience vécue comme terrain de recherche. Et ça se fait, et ça a été publié, et c'est accepté. Maintenant, c'est quelqu'un qui est maître de conférences, etc. Donc, il y a des possibilités de faire cela. Après, il y a aussi le fait, je réfléchis tout haut, hein, je pense à votre question qui est, je trouve, intéressante, c'est que les normes académiques, est-ce que c'est quelque chose qui crée une frustration ou est-ce que ça crée une canalisation? Est-ce que ça ne permet pas justement une sublimation, comme des normes artistiques? C'est-à-dire que si on sublime dans l'art et donc on va déplacer l'objet du désir, etc., mais dans l'art, il y a aussi des normes, des manières de faire d'une époque, etc. Et finalement, est-ce que la maîtrise de ces normes ne donne pas aussi, je dirais, une jouissance autre et nouvelle? Vous voyez? C'est-à-dire que cette canalisation, on peut avoir aussi une jouissance de cette canalisation, une jouissance de cette transformation. Ouais. Je peux très bien imaginer que le plaisir d'Annie Ernaux, et elle le dit d'ailleurs dans ses textes, c'est aussi le plaisir voilà, d'avoir construit sa manière de faire, ses objets, ce style neutre qu'elle revendique, etc., qui fait qu'elle s'inscrit dans la littérature contemporaine avec sa vision, sa conception, donc elle crée sa propre norme, sa propre personnalité dans la littérature contemporaine, et voilà, donc elle a canalisé, mais elle a canalisé à sa façon, hein, ce matériau qui est son matériau initial. Et donc, voilà, bien sûr, la canalisation est une contrainte. Mais le social, c'est de la contrainte, disait Durkheim, et de ce point de vue-là, on n'en sort pas. C'est-à-dire que, justement, c'est par la maîtrise de cette contrainte et par la jouissance de la maîtrise de cette contrainte qu'on arrive aussi au plaisir, je pense, de la réparation. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aurais tendance à… Merci beaucoup. Je me Allez-y. permets peut-être, je ne sais pas si c'est à propos, mais une remarque. J'ai beaucoup apprécié le tout dernier ouvrage de Norbert Alter, Oui. sans place ni classe, je ne sais plus dans quel ordre, mais qui nous a donc fait partager justement ce travail réflexif et puis autobiographique. Et c'est vraiment intéressant. Et effectivement, votre remarque par rapport à l'idée que c'est notre rapport sans doute aux limites et aux normes d'une certaine manière qui nous permet sans doute d'engager ce travail de sublimation. Sans cela, effectivement, on serait en en liberté totale et sans capacité à confronter et à mettre peut-être en tension ces questions. À mettre en tension et puis sans capacité à dialoguer avec les autres. C'est-à-dire que les formes permettent le dialogue, les formes instituées permettent le dialogue. S'il y avait une matière absolument brute, etc., propre à chacun, est-ce que la compréhension serait aussi possible? Est-ce que la réception serait aussi possible? Pas sûr. C'est justement, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant, c'est justement parce que, par exemple, pour reprendre l'exemple de la thèse, le moment le moment formel de la soutenance, c'est le moment où finalement l'objet thèse est considéré comme validé sur la forme, sur le fond, etc., par un jury. Bon. Ça ne veut pas dire que ça serait validé par tous les jurys. On sait bien que, je dirais, il y a des tendances, il y a des orientations. Si vous mettez qu'un jury de quantitativistes sur une thèse qualitative, ça ne peut pas aller. Mais ça, il serait naïf de penser que la production en sciences sociales est une production qui est reçue par tout le monde.
c'est juste pas possible. Si vous mettez une thèse de bourdieusien avec un jury de bodonien, vous allez aussi dans le mur, nécessairement. Voyez, et vice-versa. Donc, mais l'important, c'est qu'il y ait au moins une place possible dans l'ensemble des chapelles des communautés qui existent, qu'il y ait une place possible pour, voilà, pour l'objet qui est posé. Et quelquefois, ces objets peuvent être limites. On l'avait vu avec Olivier dans la thèse dans laquelle nous avions CG. On a quelquefois des objets de thèse qui sont limites, c'est-à-dire qui sont aux limites de ce que l'on peut considérer comme acceptable, et ça pose question. Et après, ça va poser question d'ailleurs pour l'inscription sociale, pour les qualifications, pour un tas de choses. Donc, c'est voilà, la responsabilité aussi du jury, c'est d'anticiper tout ce qui va se passer après dans la socialisation du doctorant s'il veut rentrer dans une carrière académique.